Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous du dernier de la semaine, pratiquement, enfin avec les rediffs, on ne sait jamais si on est le vendredi, le lundi, le samedi. Soyez les bienvenus chez vous. Virginie est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, très bien. Denis est avec nous. Bonjour Denis. Bonjour. Le rédacteur en chef de L'Essentiel est avec nous. Et aujourd'hui, comme thème, nous avons choisi le gaz de schiste. Et pour en parler, nous avons demandé à Raymond Michels, bonjour. Bonjour. De venir nous voir. Vous êtes quoi de votre fonction, si j'ose dire? Moi, je suis chargé de recherche au CNRS. Chargé de recherche au CNRS. Oui, je suis basé à l'université de Nancy. Et vous recherchez? Et vous avez trouvé? Je fais la recherche. Vous avez trouvé des trucs? Le problème, un chercheur, s'il trouve, il perd son métier. Ah oui, c'est vrai. c'est pas bête. C'est pas bête. Et Sylvain Jusdon est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, je vois qu'il y a une certaine confiance qui s'installe quand Sylvain vient dans cette émission. Vous avez immédiatement une GoPro devant vous. Vous pouvez rien faire. Un jour, je vais vous attacher les mains dans le dos. Vas-y, fais le malin. Fais rire maintenant. Et puis, tout de suite, une lettre que nous avons reçue, un mail plus exactement. C'est vrai qu'il faut vivre avec son époque. C'est bien un mail, c'est pas une missive, qui nous est envoyée par Alexandre Fourier, qui nous dit: je suis maréchal ferrant et au cours de mes tournées, en discutant avec des propriétaires d'écuries, je me suis aperçu, alors il revient, vous le savez, lorsqu'on avait évoqué les hirondelles dans notre jeu, en disant qu'il y avait 30% de moins d'hirondelles et que si on ne faisait rien, bientôt il n'y aurait plus d'hirondelles du tout. Alors après, il y avait des pour et des contre. Les pour, il fallait trouver des solutions. Les contre, ouais, mais quand on a une nouvelle façade et qu'on a des hirondelles, ça baptise la façade ou la voiture qui est en dessous. Vous riez parce que vous avez déjà vécu ça? Ah bon, chez moi, il y a des hirondelles sur la maison. Je ne les chasse pas. D'accord. Eh bien, il faut savoir, nous dit Alexandre, qui est maréchal ferrant, qu'il s'est aperçu que les hirondelles maintenant se réfugiaient de plus en plus dans les écuries. En effet, les hirondelles ont toujours peuplé les écuries et ils sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses car elles y trouvent protection et nourriture. Protection car à l'intérieur d'une écurie, elles sont moins exposées aux intempéries et profitent de la chaleur ambiante produite par les animaux. La nourriture, car aux alentours des écuries, on trouve toujours plein de petits insectes, donc elles peuvent se nourrir. Voilà, si on ne sait pas très bien où trouver des hirondelles, faisant en sorte que certaines nouvelles constructions d'écuries laissent un petit trou pour que ces demoiselles puissent s'installer. Merci pour ce message, mais c'est vrai que les hirondelles, vous avez remarqué ça aussi? On n'a jamais rien entendu dans l'essentiel sur les hirondelles. Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, les hannetons. On ne trouve plus de hannetons. Ah oui, c'est vrai. On s'amusait bien avec les hannetons. Oui, on s'amusait, mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver des hannetons. Enfin, on s'amusait. En tout cas, dans notre région, il n'y en a plus. À force de s'amuser. C'est peut-être de notre faute, Denis aussi. Qu'est-ce que vous faisiez avec les hannetons Ah non, nous on les regardait, on faisait les hannetons. Dans notre jeunesse, on a fait des choses, je crois qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui à propos de justement. C'est vrai qu'on a joué. De quoi? Des hannetons, on a joué avec les hannetons un peu. Enfin, on a regardé comment vivaient les hannetons et comment ils. Disséquer des hannetons. Ah non, jamais jusque-là. Non. Ah non. Au lycée, on disséquait les grenouilles. Et les vers de terre, ça je m'en souviens. Vous avez fait ça aussi au lycée, vous? Oui, les grenouilles. Les grenouilles, vous? L'huître, le cœur d'une huître, ouais, avec de l'adrénaline, etc. Le cœur d'une huître? Ouais. Comment on fait le cœur d'une huître? C'est quoi le cœur C'est d'une tout huître? petit, en fait on mettait de l'adrénaline pour accélérer le cœur, pour mettre un autre produit pour le ralentir et tout. On l'a fait Vous avez 2 fait minutes. ça sur des huîtres? Ouais, horrible. Mais elles ont Pas pas mal créé. 2 minutes pour une huître. Moi, à Noël, elles font moins de 2 minutes. Il y a Raymond qui est outré, mais je fais lui dans cette émission de fou. Alors, nous allons parler du gaz de schiste. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on nous en parle. Nous, en lisant un peu les différents communiqués, je me rends compte que sous le Luxembourg et sous la Lorraine, il y a mais énorme. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il y aurait un stock de. Alors, je ne sais pas. Ils disent en tout cas que rien qu'ici en Lorraine, il pourrait y avoir quelque chose comme 649,700 milliards de pieds cubes de gaz de schiste. C'est quoi des pieds cubes? C'est une mesure de volume américaine. Ah, d'accord. Et alors, bon, tout ça n'est pas forcément vérifié parce qu'il n'y a pas eu de sondage encore, que je sache. Non, il y a eu des calculs.
mais pas de sondage. Et ça peut être aussi important que ça. Il pourrait y avoir sous le Luxembourg et sous la Lorraine autant de... Oui, la société Vous voulez que je vous donne le nom gazière c'est Elixir, si je ne me trompe Elixir pas, Petroleum, oui. qui est une société d'origine australienne. Elle a fait les calculs sur la base de ce que l'on sait du sous-sol lorrain. Et elle estime que la quantité de gaz est équivalente à ce qui existe au Koweït. C'est juste incroyable, quoi. Mais en fait, ça c'est le calcul. Après, il faut vérifier avec des sondages. Denis, vous en pensez quoi? Moi, je suis sidéré. Vous avez préparé, Jean-Luc? Oui. Je vais vous dire pourquoi. Tu veux me chercher là-dessus, Denis? Ok, allez. Maintenant, je vais au courant de tout. C'est vrai que je prépare mes émissions, c'est vrai que c'est peut-être un peu le bazar sur le bureau, mais au moins j'ai mes fiches. Lui, il vient, mesdames, messieurs, je vous prends votre GoPro parce qu'avec une grosse caméra, c'est juste impossible de montrer ce qu'il ramène. Voilà comment lui prépare le rendez-vous d'une heure. Voilà, ça c'est le travail de Denis, vous voyez. C'est-à-dire qu'il me fait comprendre par là que lui a tout dans la tête et que certains... Non, mais je ne le prends même pas comme ça, Denis. Vous pouvez y aller. Donc moi j'avais préparé... Nous au Luxembourg, on a une étude qui date de 1984 qui situe le niveau à... Il y aurait dans le sud du pays de 83 à 570 millions de tonnes d'huile potentiellement sous le sous-sol. Mais c'est quoi la différence entre le gaz de schiste et l'huile de schiste? C'est toute la différence. Là, vous avez fait référence à un travail des années 80. À l'époque, sa petite fiche, oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne travaille plus comme ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je ne discute pas la méthode, c'est l'efficacité qui compte. Ça, pour passer le bac, ça passe inaperçu. Bah oui. Oui, Jean-Luc, non. Non, c'est bon. Alors, pardon. Oui, donc la notion de gaz de schiste n'existait pas. Et là, en fait, il est probablement question de alors ça, il faut que je retrouve le nom maintenant, je suis perturbé. De schiste bitumineux. Alors, le schiste bitumineux, en fait, il faut prendre la roche, il faut la chauffer pour produire l'huile à partir de la roche. Ça a été une source majeure de pétrole pour la France au début du XXe siècle avec les schistes d'Autun du centre de la France où on prenait cette roche, on la chauffait en usine, on produisait de l'huile. Ah, d'accord. Et pourquoi on a arrêté? Parce que ça coûte très cher de chauffer. Il faut chauffer à des températures de plusieurs centaines de degrés. Donc tout dépend du prix du baril. Alors Denis nous a dit ce serait bien quand même que nos amis téléspectateurs se posent la question de savoir d'abord s'ils sont pour, s'ils sont contre, enfin leur avis. Donc on va revenir au plateau, mais avant cela, Audrey Morel était avec son micro, sa caméra, vous poser la question et recueillir vos réactions. Écoutez. Pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'on a abandonné tout espoir d'extraire du gaz de schiste en France, mais avant de stopper définitivement l'extraction, il faudrait peut-être quand même continuer les investigations pour savoir si c'est vraiment dangereux, parce que pour l'instant, on ne le sait pas vraiment. Moi, je serais favorable en sachant que l'eau, pour moi, est déjà polluée. Donc, par rapport à ça, je ne vois pas quel risque on pourrait prendre alors qu'on a déjà des risques à l'heure actuelle. Donc, moi, je serais pour. Je suis favorable. Pour quelle raison? Expliquez-moi tout ça. Au niveau indépendance énergétique et puis au niveau des emplois que ça peut créer. L'utilisation, oui, je suis tout à fait pour, parce que si ça nous fait payer moins cher l'essence, moi je suis tout à fait d'accord d'utiliser. Après, pour le risque, aux États-Unis ils l'utilisent, ils font des forages, en Pologne ils le font, alors je suis tout à fait d'accord pour qu'en France, au moins essayer de faire une utilisation, quoi. Les Américains, bon, on parle d'eux, on dit que leur gaz est moins cher, bon, moi je veux bien. Mais eux, de toute façon, c'est les pollueurs, ils en ont rien à foutre. Et moi, je pense que si on peut éviter, ma foi, maintenant, si vraiment, il n'y a pas d'autre solution, de toute façon, je ne serai plus là, moi, pour le voir. Mais je ne suis pas favorable pour le moment. D'après ce que j'ai entendu, c'est pas le truc tellement de l'avenir, quoi. Je suis pas d'accord déjà à question pollution. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de la façon dont ils extraient le gaz. De faire éclater les roches là, avec leur système là, qu'ils ont. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. La planète, il faut la laisser comme elle est. On n'a pas à aller chercher, il y a des autres systèmes, il y a des autres sources. On n'a pas à aller chercher le gaz de schiste comme ça, à faire péter les roches et tout. Je suis pas d'accord. Voilà. Denis ? Moi, je pense qu'il y a un petit peu tous les avis, tout ce qui est aujourd'hui dans cette discussion. Ce qui me semble très, très incohérent en France, c'est qu'on ne peut jamais aborder un sujet de manière tranquille et apaisée. C'est-à-dire,
Moi, je ne sais pas si le gaz de schiste, ça peut être polluant, pas polluant. J'ai lu des choses, j'en entends, les avis sont très divergents. Simplement, je crois qu'à un moment donné, si on était rationnel, on poserait le dossier sur la table, on prendrait le temps de l'étudier, on demanderait aux gens concernés, à des techniciens de nous dire, et puis on pourrait arriver à un rapport au moins compréhensible par tout le monde et serein. Là, on est dans un débat qui n'est pas serein, pas plus qu'il n'est serein sur le nucléaire. Donc il y a les agitateurs de la pensée écologique qui disent « oulala », qui font peur à tout le monde, et puis les autres qui disent « mais non, ça va nous faire des économies », et au milieu, on n'arrive pas à se trouver pour un débat serein. Raymond ? Les gens ont évoqué les points majeurs, donc le public est au courant des verrous. Oui, ça c'est intéressant. Alors effectivement, le débat n'est pas structuré en France. Notamment, on n'a pas entendu un seul scientifique parler pour le moment. Donc voilà, le problème est de savoir finalement comment est-ce qu'on organise le débat et qu'est-ce qu'on veut. Mais est-ce qu'il faut aller le chercher ou est-ce qu'il ne faut pas aller le chercher ? C'est quoi votre avis par rapport ? Alors, aujourd'hui, la France ne manque ni de gaz ni de pétrole. Nous avons une bonne relation avec nos amis arabes pour ce qui est du pétrole. Et le gaz, nous l'achetons aux Pays-Bas, en Russie, en Algérie. On a de très bonnes relations diplomatiques et on a les moyens de payer. Et quel que soit le prix actuel, la France peut payer sa facture. On pourrait la payer moins cher, la facture, non ? Donc, pardon ? On pourrait peut-être la payer moins cher, la facture. Après, ça c'est une question je dirais, de perspective économique. Est-ce qu'aujourd'hui il est nécessaire de payer moins cher ? Ah bah oui. Est-ce que autour de la table tout le monde va vous dire oui. Tout le monde d'ailleurs dire oui. Est-ce qu'il ne faut pas, si ce gaz de schiste existe, parce que pour le moment on n'a pas pu faire l'exploration, donc on ne sait pas. On parle peut-être de quelque chose qui n'existe pas. Premier problème, on a interdit l'exploration pour le gaz de schiste. Donc pour le moment, on n'a même pas les moyens. Ailleurs, on sait qu'il existe. En France, bien sûr. On parle de la France. Mais en France, puisqu'on parlait là de l'indépendance énergétique de la France. Donc déjà, on ne sait même pas s'il y en a. Et deuxièmement, s'il y en a, est-ce qu'il ne vaut pas mieux le garder pour le futur de façon stratégique ? On ne sait jamais. Un événement politique, la Russie nous coupe le gaz, ou l'Arabie Saoudite a des soucis, on a moins d'accès au pétrole, et les prix flambent subitement. Est-ce que du coup, il faut prendre le risque d'arrêter l'économie française ? Et écologiquement, on a un peu de recul par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, par exemple ? Alors, effectivement, on a l'expérience américaine, qui est une expérience tout à fait à part parce que les États-Unis sont un pays producteur de pétrole, ce qui n'est pas le cas de la France, en tout cas pas de façon domestique. Donc là, il y a des choses très différentes. Une chose est sûre, toute technologie a besoin d'évoluer. C'est-à-dire que si aujourd'hui en France on estime qu'il y a un risque, il faut faire les études pour voir comment on peut minimiser ce risque. Si vous ne mettez aucune loi et aucune restriction à une activité industrielle, l'industriel fera au moins cher. Donc éventuellement prendra les solutions les plus polluantes puisque ça n'entre pas dans l'équation financière. Si par contre il y a une réglementation qui dit voilà les limites, eh bien l'industriel s'adaptera et il continuera à produire à des prix tout à fait raisonnables tout en intégrant la loi. On peut quand même extraire sans trop dégrader. Alors, parce que là, pour l'instant, pour extraire, c'est vraiment on met de l'eau sous pression pour faire éclater les roches. Hein, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la roche qui contient le gaz est une roche imperméable. Ouais, donc c'est pour ça que le gaz s'y trouve encore. Et donc, il faut fracturer cette roche pour libérer le gaz. Et on le fait en injectant de l'eau sous très haute pression. Ce qu'il ne faut pas oublier dans ce débat, c'est que quand on parle des États-Unis et de la France, on ne peut absolument pas comparer l'étendue du territoire américain à celui de la France. Il y a encore aux États-Unis d'immenses étendues sauvages, ce qui n'est guère plus le cas en France. Donc on ne parle pas non plus du même continent, on n'est pas du tout dans le même rapport. Mais on sait exactement où ils ont été chercher leur gaz de schiste, les Américains ? Ah oui, bien sûr, oui, c'est très bien connu. Ce sont plus dans des endroits où l'on exploite du pétrole depuis longtemps, donc on connaît très très bien le sous-sol. L'avantage des Américains, c'est qu'au niveau du coût de revient, ils avaient déjà les infrastructures et le savoir-faire sur place. Donc l'infrastructure industrielle existant, on augmente sa rentabilité. En France, il faudrait construire une industrie de zéro. Je vous coupe la parole, Jean-Luc, mais je crois aussi qu'on est dans un faux débat là-dessus. C'est-à-dire qu'on cherche en permanence à savoir comment on peut diminuer une facture dont on sait très bien qu'elle va continuer à exploser.
Au lieu de se dire, de prendre le problème à l'inverse, de dire, si on parle de développement durable, si on parle d'écologie, si on parle quelque part de sauver la planète, non pas pour nous, mais peut-être pour nos enfants et nos petits-enfants, est-ce qu'il ne vaut pas mieux repenser tout le système qui est, est-ce qu'on ne peut pas avoir des voitures qui consomment beaucoup moins que ce qu'elles consomment aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas, dans un certain nombre d'activités humaines, mettre, comme le disait monsieur, des normes écologiques qui font qu'à un moment donné, les industriels ou par exemple les constructeurs d'automobiles vont être obligés de partir de feuilles blanches, de réfléchir pour arriver à des moteurs qui aujourd'hui pourraient consommer 1,5 litre d'essence aux 1000 km par exemple. Le schiste, c'est ce que vous nous avez ramené là, c'est une roche, c'est ça, c'est ce qu'on a devant nous. Ça peut représenter quoi des... Parce que là, vous l'avez trouvé où celui-ci? Celui-ci vient de Nancy. Il a été trouvé aux abords de la ville, en surface. En surface, celui-ci. Et à côté de vous, c'est? Sinon, j'ai amené du charbon, quelques pétroles. Oui, et puis ça, c'est un quoi? pétrole lourd à l'intérieur de sa roche. C'est-à-dire? Donc là, en fait, on a tout ce qui est noir, c'est de la roche dans laquelle il y a du pétrole, et tout ce qui est blanc, en fait, c'est la roche qui n'est pas imbibée de pétrole. Donc là, pour récupérer le pétrole, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Alors, je dirais dans ce qu'on appelle un réservoir conventionnel, donc en profondeur, le pétrole sera extrêmement fluide. Et donc, en fait, lorsqu'on va percer cette roche avec un forage, le pétrole va remonter spontanément. D'accord. Parce qu'il est sous pression à l'intérieur de la porosité de la roche. Dans ce cas précis, on voit en fait que le pétrole ne coule pas, ce qu'on appelle une huile lourde. J'en ai amené une autre, voilà. L'huile lourde, elle ne... C'est presque de la graisse, quoi. Oui, voilà. On pourrait appeler ça de la graisse. C'est comme ça qu'on l'appelait au début du XXe siècle. Merci. Et donc, en fait, pour récupérer ça, on peut, par exemple, injecter de la vapeur d'eau pour le rendre fluide et le faire couler. Ah oui. Et à partir du moment où on est obligé d'apporter de l'énergie, donc on a des coûts supplémentaires pour récupérer le pétrole, on va appeler ça une ressource non conventionnelle. Donc dans la ressource conventionnelle, ça monte tout seul. Donc là, économiquement, c'est très intéressant. Le non conventionnel, il faut dépenser de l'argent supplémentaire pour le pompage. C'est pour ça que les huiles lourdes dans les sables, ou ici dans un calcaire, ou le gaz de schiste, en fait, sont appelées de ressources non conventionnelles. Et en quoi l'extraction de gaz de schiste est polluante? C'est la pollution de l'eau, peut-être? Oui, le principal souci, c'est la gestion de l'eau. Dans les pays, on va dire, désertiques ou semi-désertiques, il y a déjà la quantité d'eau qui est un problème, ou qui peut être un problème. Et deuxièmement, lorsqu'on injecte de l'eau, elle a une certaine composition, elle va rencontrer des roches en profondeur, elle va remonter en rapportant des éléments chimiques. Et donc le problème est de savoir sur cette base-là dans quelle manière est-ce qu'elle est, devenue insalubre. Alors il ne faut pas oublier qu'en même temps, pour ce qui est de la fracturation, les industriels vont ajouter des choses dans l'eau. Et là, il y a eu un très gros débat aux États-Unis sur la liste des produits qui sont ajoutés. Oui, c'est savoir ce qu'ils rajoutent quand même. Voilà. Et donc, il n'y avait pas vraiment de réglementation sous l'administration Bush pour ce qui était des produits à mettre dans l'eau. Donc, effectivement, on mettait de tout, y compris des choses très dangereuses. Mais en imposant une nouvelle réglementation, c'est ce que les Américains sont en train de faire. On a déjà pu retirer de cette liste bon nombre de produits dangereux. Bon, ben voilà pour le premier cours. Maintenant, comme vous avez tous bien travaillé, vous avez le droit à une petite récompense. Maintenant, nous allons passer... Une grande récompense. Merci. Nous allons passer avec Sylvain Jusant. On va faire une petite pause. Notre magicien énervant, c'est même plus que ça, c'est plus qu'énervant. À une petite démonstration, je règle tout parce que je ne voudrais pas qu'on en rate une miette. Merci. Rien dans les manches, rien dans les bras. Rien dans les manches, rien dans la montre. Rien dans les bras, plus beaucoup de cheveux. On est parti. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va mixer des éléments visibles, les cartes, avec des éléments invisibles. Je vais vous prendre un dé. On va commencer avec Virginie. Voilà, un dé invisible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un dé invisible. Une fois. Oui, plusieurs fois. C'est la première. C'est vrai que je l'ai déjà fait, celui-là. C'est étonnant, hein, des invisibles. Vous le tenez mal, je trouve, non? Voilà, comme ça. Ah, voilà. Merci. Virginie, le dé pour toi. Ok. On va dire que ta tête représente en fait le gobelet dans lequel on met le dé avant de mélanger. Ça devient très désagréable. Alors tu prends le dé comme ça, puis vas-y. Ah oui. Vas-y, tu le rentres bien dedans. Vas-y, comme ça. Voilà. Ça, c'est pour le ralenti. Même pas mal, hein. Même pas mal. C'est la première fois que quelqu'un ose dire à Virginie qu'elle a une tête de gobelet. Oui, c'est vrai. Non, on aurait dit ça. Non, mais ça Mais enfin, on n'est pas magicien non plus. Tu mélanges bien, vas-y. Ça peut jouer, oui. Vas-y, bien. Voilà, comme ça, maintenant, tu as un chiffre. 4. Très bien. Ok, tu gardes bien ton dé. Parfait. Denis. Pourquoi 4?
Comme ça c'est le dé, hein, c'est le dé. C'est le mélange. dé, hein. Faut suivre. Denis, vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Ok, on va en prendre 1, 2 et 3. Une pour Jean-Luc, une pour Raymond, une pour Denis. Et je vous demandais chacun de signer vos cartes, s'il vous plaît. Ah, donc on va Alors, ceux qui ont des figures, Vous faites pas une croix, Jean-Luc, hein, comme d'habitude. Ceux qui ont des figures, il fait une croix en plus. C'était sûr. Berche, j'ai fait ma croix. Merci, Raymond, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est une roche de schiste, ça? C'est ce qui est sur cette pierre. D'accord, Sur c'est cette très pierre, beau. c'est une ammonite. Et Denis, il a signé où, lui? Donc j'ai signé, une moi, ammonite pour Raymond. Oui. Denis qui nous a fait Ah, un là. graffiti, là, ici. Très enfantin. Et une belle croix. Une belle croix. Jolie croix, bien visible. Très en forme. Voilà. Ok. Bien, vous faites choisir 3 cartes, vous les reperdez dans le jeu. Et Virginie, je vais te demander, s'il te plaît, de sortir ton dé. Extrais-le. Pose-le. Attends, je vais me mettre debout, ça sera plus simple. Voilà, pose-le ici. Montre bien, hein. D'accord. Il faut que tu mettes ton chiffre visible. Ton chiffre, c'était le 4. Alors voilà, on va le mettre comme ça. Voilà. Je sais pas si la caméra voit bien. Oui. Quand vous aurez fini de vous ficher de moi, vous me le dites là. Après tout, hein. Vous prenez le jeu, vous mélangez bien. Alors, je vais essayer de montrer à la caméra ce que je fais. Oh, bon, on en est, je suis pas obligé de montrer, je veux dire. C'est ce qu'on appelle un mélange parfait, c'est-à-dire qu'on imbrique les cartes une par une. Ça ne sert strictement à rien, mais j'ai mis 15 ans avant d'y arriver, alors je vous le fais quand même. Hein. Ah bah, bien. Dommage. Maintenant, un petit peu d'imagination. On va prendre une carte. On va prendre le dé avec ton chiffre et on tape dessus. Voilà. Ensuite, on va prendre la carte de Raymond, on va la retourner. On va prendre une autre carte, ton dé, on tape dessus. On va prendre la carte de Denis, on retourne. Une troisième carte. Ne nous avec invitez ton jamais dé, à manger. On tape dessus. La dernière carte de Jean-Luc, là, qu'on retourne. Et une quatrième carte, avec ton dé, je la tape dessus. Ce qui fait que là, je vais avoir 7 cartes qu'on reprend, qu'on remet dans le jeu. Voilà. Et normalement, si on ne s'est pas trop mal débrouillé, au milieu du jeu, on a 3 cartes retournées. Et entre ça, on a la carte de Jean-Luc, la carte de Denis, la carte de Raymond. Pas mal. Et entre ces cartes, nous avons 4 cartes qui ont été touchées avec le chiffre auquel Virginie pensait. Virginie pensait au 4. Oh, là, je dis bravo, bravo. Je ne peux pas vous applaudir, j'ai qu'une main. Je fais pour vous. Franchement, alors là, bien, Sylvain. Très bien. Continue encore un tout petit peu, je sens que... Quelle heure est-il? Oui, nous pouvons... oui, mais alors Mais il n'est pas intéressant, l'autre, après. C'est le sujet de Virginie, hein, je voudrais juste dire. On va alors passer immédiatement la parole à Virginie. Il vous tacle aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Je n'ai pas révisé les fiches. C'est à vous, Virginie. Après, vous restez avec nous tout à l'heure sur notre... Voilà. Ça permet d'emballer Il paraît. Ah ouais. Il paraît. Faut juste pas dire aux filles qu'elles ont une tête de gobelet. Quoi. Normalement. Normalement. Il emballait, mais avant. Vous avez fini? Là, vous cherchez. Là. Je sens que vous cherchez. Bon, on le fera avec vous après. Virginie, on va parler des experts. Oui, je suis allée du côté d'Épinal. Vous connaissez les experts à la télévision? Bah oui. Miami, Las Vegas, Épinal. Manhattan. Et voilà, ils existent pour de vrai. Experts à Épinal. Et du côté d'Épinal, c'est vrai. Regardez. Bonjour Christophe Petit, vous êtes un expert, un vrai? Ça veut dire quoi, expert en criminalistique? C'est une science qui regroupe en fait la toxicologie et les empreintes génétiques. Donc le travail d'un expert, c'est de travailler pour la justice principalement, la police, la gendarmerie et les juges d'instruction. Moi j'ai bien regardé la télé, je me suis lookée comme les vrais experts, j'ai bon? Vous êtes bien looké, mais pour ici, ça ne correspond pas à ce qu'il nous faut. On va vous mettre une petite blouse pour visiter. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Alors en plus, il va falloir qu'on vous prenne vos empreintes génétiques, c'est-à-dire qu'on va vous faire un prélèvement salivaire dans la bouche avec un petit coton-tige, ça fera pas mal du tout. Et comme ça, on va garder vos traces ADN pendant un certain temps pour être sûr que toutes les affaires qui vont sortir par la suite n'ont pas été contaminées par votre ADN. D'accord, pas que je me retrouve dans une affaire délicate. Ce serait gênant, voilà. Ni mon caméraman d'ailleurs. Exactement, et on va aussi le garder dans nos archives pendant un certain temps. Ah, c'est parti. Voilà. Monsieur
Monsieur Petit, nous sommes ici dans la première pièce. Qu'est-ce qu'on y fait ici? Alors ici, on fait de la toxicologie. Donc on va recevoir ici les prélèvements qui viennent un peu de la police, de la gendarmerie. On va recevoir du sang, des urines, tous les produits qui peuvent être pris par la médecine légale. Par exemple, si vous me prélevez une mèche de cheveux, on va pas le faire parce que je crois que c'est une grosse mèche de cheveux en plus. Ce serait un peu dommage de vous en couper, mais c'est vrai qu'on va vous en couper un petit morceau par ici, si vous voulez. Hein, et ça va être de la taille de l'épaisseur d'un stylo bille. Qu'est-ce qu'on y trouve alors? Je vais voir beaucoup de choses sur les derniers mois, puisqu'en fait, la pousse d'un cheveu pour 1 cm, eh bien, ça correspond à peu près à 1 mois. Donc je peux revenir en arrière pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et savoir si vous avez été exposé à un toxique ou à une drogue dans les mois qui précèdent. Donc là, voilà un échantillon de sang, et donc on va essayer de rechercher les substances type drogue, cannabis, héroïne, cocaïne, voilà, à peu près tout ce qu'on a à rechercher, et amphétamine également, l'ecstasy, voilà. Et donc le principe, c'est de faire passer toutes ces substances qui sont dans le sang dans des produits qui seront beaucoup plus faciles à analyser et qui vont permettre de concentrer le produit, en fait. Voilà. On a des échantillons de drogue ici, des échantillons de drogue qui vous servent à quoi? Alors là, ils nous servent, enfin c'est surtout à la demande de la gendarmerie et de la police. C'est pas votre consommation personnelle? Non, là, je tiens à peine une journée, là. non, là, c'est en fait des prises de chasse, si vous voulez, de gendarmes ou de policiers qui ont trouvé ça sur des scènes où ils sont intervenus, et ils veulent avoir confirmation d'identité des drogues, savoir si c'est l'héroïne ou du cannabis ou de la cocaïne. Alors là, on a vraiment le petit échantillon, quelques microlitres en fait qu'on a déposé dans l'appareil, qui est un chromatographe, donc qui va permettre de séparer les unes derrière les autres toutes les molécules, et au fur et à mesure de la sortie des molécules, eh bien, leur masse va être déterminée, et c'est la masse avec plein de chiffres derrière la virgule qui vont permettre d'identifier la molécule. C'est-à-dire que chaque molécule a un poids différent? Voilà, chaque molécule va être caractérisée par sa masse. Voilà. Il faut savoir qu'il y a très peu de laboratoires d'expertise scientifique en France, enfin judiciaire en France. C'est vrai qu'en empreinte génétique, par exemple, il y a une dizaine de laboratoires d'empreintes génétiques, en comptant les laboratoires de police scientifique. Il y en a un à Toulouse, Bordeaux, Lyon, les grandes villes universitaires. Et puis dans le Grand Est, on est à l'heure actuelle les seuls en empreinte génétique entre Lille, Paris et Lyon. Donc ici, nous sommes dans le secteur d'empreinte génétique. J'ai une blouse blanche, ça suffit? Ah non, là, il va falloir encore à nouveau se changer. On va s'habiller, on va mettre une blouse qui est spécifique pour éviter toute la contamination de nos scellés. Si on regarde à cette lumière bleue, on voit facilement là où il y a des taches de sperme, et ça va nous permettre de concentrer notre découpe sur cette zone. Christophe Petit, merci beaucoup, on en a appris beaucoup grâce à vous. Il faut quand même rappeler aux téléspectateurs que c'est assez extraordinaire d'être ici, d'avoir de telles images. J'espère que vous en avez appris beaucoup, mais quand même pas trop, parce que vous avez de nombreux téléspectateurs, donc il faut quand même qu'on essaie de préserver un petit peu nos petits secrets de cuisine, un petit secret d'expert, pour que tout le monde ne connaisse pas les choses à ne pas faire sur un crime. Merci beaucoup. Ah oui. Donc j'ai compris que sur 1 millimètre de cheveux, on pouvait refaire pratiquement 1 mois de... 1 centimètre de cheveux, 1 mois de notre vie. Oui. Donc chauve et suspect, quoi. Oui, tout de suite. J'en parlerai à Monsieur Petit. Oui, je pense qu'il y a des trucs à... Il y a des trucs. Pardon? On peut ne pas avoir de cheveux et avoir des poils. Est-ce que vous saviez alors que ça existait? Non, franchement pas. Je ne savais pas, et j'ai découvert ça et je trouve ça très bien. Merci Raymond, je suis obligé d'aller un peu vite. Denis, vous restez avec la deuxième partie. Virginie, vous restez. Vous reviendrez peut-être si Virginie le veut bien. Parce qu'avec tout ce que vous avez dit, je pense que là, il y a quand même un sas de décompression. Je veux dire que la Charlotte m'allait très bien. Simone Isler et Loris Mancini, on va parler livres, on va parler conquête spatiale juste après ça.